Nous sommes bien dans la dernière ligne droite de cette campagne présidentielle et c'est avec Alain Marceau, le député des Français de l'étranger, que nous sommes ce matin, les Républicains. Il soutient François Fillon. Alain Marceau, bonjour. Alors, 10e circonscription des Français de l'étranger, c'est le Liban plus l'Afrique de l'Est, on va dire. Oui, enfin, le Moyen-Orient, une partie, les deux tiers de l'Afrique. Voilà, oui. Ouais. C'est grand. Hein. C'est grand, c'est 49 pays, mais c'est ce qui en fait le charme aussi, avec des pays très différents. Fillon peut gagner? Fillon peut gagner en France ou à l'étranger? En France. Bien sûr, oui. En tous les cas, nous sommes là pour faire cette campagne et elle se passe dans des conditions... Vous trouvez qu'elle a été assez active de la part du Parti des Républicains? Non, écoutez, on a commencé une campagne, on a dit la droite va gagner parce qu'il s'agit de rejeter les socialistes et 5 ans d'échec. Et subitement, on nous annonce maintenant qu'on va avoir comme président éventuellement un communiste ou l'héritier de M. Hollande. Excusez-moi, il y a de quoi être un tout petit peu déboussolé. Vous oubliez aussi l'héritière de M. Le Pen. Et l'héritière, mais on nous annonce actuellement un duel éventuellement entre M. Macron et le candidat communiste. Et pourquoi il pourrait gagner alors, Fillon? Tout simplement parce que je crois réellement... Je me pose la question... La raison va l'emporter sur la passion, c'est ça que vous dites? Non, mais je dis où est la droite? La droite, excusez-moi, c'est pas 18% des voix dans ce pays, plus on rajoute les 4% de monsieur Dupont-Aignan. La droite, elle est en quelque part aujourd'hui. Il vous fait mal, Dupont-Aignan? Écoutez, il peut toujours enlever 3-4 points et c'est toujours embêtant parce que je vous rappelle qu'il faut se souvenir de 2002 où effectivement c'est les 2 points par-ci et 2 points par-là qui empêchent monsieur Jospin de se retrouver au deuxième tour. Donc bien sûr que ça fait mal. Quelles sont les conditions qu'il faut réunir d'ici à dimanche prochain, pas ce dimanche mais le suivant, pour que François Fillon gagne? Tout simplement lire les programmes. Je dis bien les programmes. Bien sûr, celui de François Fillon qui... Vous savez que personne ne les lit, les programmes. Alors écoutez, il faut s'infliger peut-être une semaine de lecture ou quelques jours de lecture. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Le programme qui est quand même relativement réaliste, parce que, excusez-moi, je reprends le terme de Romain Gary, après cette limite, votre ticket n'est plus valable. Moi, je crois véritablement qu'après juin 2017, dans notre pays, si on n'a pas fait les réformes, si on ne lance pas la politique de réforme, c'est fini, notre ticket n'est plus valable, le ticket de la France n'est plus valable et on est foutu. Hollande sent la chute d'Emmanuel Macron et il sort du bois, c'est ce que dit Bruno Retailleau, qui est un des soutiens de Fillon. Oui, écoutez, je ne sais pas. pas. Hollande a parlé en disant que la campagne sentait mauvais, c'est votre avis? Oui, alors on a l'impression effectivement que M. Hollande n'a pas envie de voir arriver M. Mélenchon. On a plutôt tendance à penser qu'il a une préférence effectivement pour M. Macron, même si effectivement... Et pas pour Hamon, c'est bizarre, hein? Peut-être pas pour Hamon, peut-être... écoutez, Hamon, on l'a tellement embêté, excusez-moi, les réformateurs ou les réformateurs du Parti socialiste, entre guillemets, les déchaînés de l'époque, ont tellement empêché, au fond, Hollande de gouverner... Les frondeurs, oui, frondeurs réformateurs. Ils l'ont tellement empêché de gouverner qu'il ne doit pas avoir beaucoup de sympathie à leur égard, qu'il ne doit pas souhaiter, effectivement, l'arrivée de M. Hamon. Oui. Bon. Et vous trouvez ça normal qu'il déserte le PS, alors? Il avait déjà déserté. Ça a été un grand président, Hollande. Ça a été un président apprécié par certains, peut-être moins par d'autres. Je crois que le bilan, quand on le fait, il est plutôt négatif. Mais vous savez, en général, nous sommes toujours extrêmement prudents dans ces choses-là, parce que l'histoire, après, juge différemment. Oui. Macron, il est en tête chez les Français. J'ai lu ça dans des sondages, chez les Français de l'étranger. Non, pas du tout. Je ne pense pas. Non, je crois qu'effectivement, vous savez, il y a des Français de l'étranger de gauche, d'extrême gauche. Il y en a qui voteront pour M. Mélenchon. Il y a des Français qui vont voter aussi beaucoup pour Mme Le Pen. Mais je crois qu'effectivement, dans la circonscription qui est la mienne, Monsieur Fillon serait plutôt le candidat préféré, il me semble. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'eux, ils ont pris le temps de lire les programmes. Ils ont peut-être plus de temps à l'étranger. Je rentre d'Arabie Saoudite où j'ai l'occasion de voir des Français qui étaient plutôt engagés. Je pars aux Émirats Arabes Unis la semaine prochaine et je pense que je vais tomber là aussi sur des Français très engagés. Macron, Le Pen, Fillon, si d'ailleurs, ils disent qu'il faut revoir nos accords avec l'Arabie Saoudite. C'est votre avis? Pas les gens d'Arabie Saoudite. Mais quels accords avons-nous? Nous avons des accords de défense. Aujourd'hui, ce sont des accords de défense avec l'Arabie Saoudite. Alors qu'il faut savoir ce qu'on veut faire. On n'est pas obligé d'épauler l'Arabie Saoudite lorsqu'elle fait la guerre contre le Yémen. Mais par contre, nous avons des accords dans lesquels il paraît que nous sommes vendeurs de bateaux, d'armes, etc. Je crois qu'effectivement, il est difficile de revenir sur ces accords. Nous avons sans doute besoin, effectivement, d'une politique d'exportation d'armes aussi, même si ça choque certains. Alors, il y en a un qui fait une fin de campagne assez tonitruante, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui. Comment vous le voyez, Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, moi j'ai l'impression que nos compatriotes n'ont pas lu le 62e point de son programme. Vous savez ce qu'il propose dans le 62e point? Il propose que nous rejoignions l'entente bolivarienne aux côtés du Venezuela, de Cuba, de la Russie et de l'Iran. Je crois que les Français ne l'ont pas vu. Vous imaginez un tout petit peu le club des 5, là? Mais enfin, c'est quand même absolument énorme. Je crois qu'effectivement, on est en présence de gens qui n'ont pas lu le programme de M. Mélenchon. C'est un autocrate, Mélenchon? Mais non, mais M.
Mélenchon est un communiste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez, on va dire, alors, 15% de Français ou 17% de Français qui s'apprêtent à choisir un président communiste. Mais écoutez, la France va véritablement très mal si on en est à ce stade. Et Marine Le Pen peut être battue? Marine Le Pen, vous devriez poser la question, est-ce qu'elle peut gagner? Moi, je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que le score de Mme Le Pen, aujourd'hui, est pourtant sous-évalué par rapport à ce qu'elle fera au premier tour. Mais Mme Le Pen a le fameux plafond de verre qui fait qu'elle n'a pas de, comment dirais-je, de ressources de deuxième tour. Donc je n'imagine pas qu'elle puisse gagner. Mais je pense qu'elle est sous-estimée en termes de sondage aujourd'hui, mais je me trompe peut-être. Alors il y a un gros problème, on le sait, en Europe et en France notamment, c'est l'histoire des migrants, qui est une histoire tragique d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux. Comment est-ce que le programme de François Fillon, à ce titre, est à la hauteur du défi qui nous est posé? J'allais dire, ça serait peut-être le seul qui serait à la hauteur du défi, mais il n'est pas à la hauteur du défi. Parce que essayer de raconter... Je parle de Fillon. Hein. Oui, absolument, absolument. Raconter, comme le racontent tous d'ailleurs, que nous allons renvoyer chez eux, dans leur pays, les gens qui sont en situation irrégulière ou qui seront de faux réfugiés politiques, etc., c'est mentir au peuple français. Car une fois qu'on a mis le pied sur le territoire national, quel que soit l'étranger, quel que soit son passé, son futur, etc., il ne peut jamais être conduit dans le pays d'origine. Et pour cause, parce que le pays d'origine en question... il est en guerre en général. On ne peut toujours, il peut aussi être dans une situation économique s'il vient de Suisse, si c'est un réfugié de Suisse, effectivement... je ne parle pas de la Suisse. Non, mais vous ne pouvez pas renvoyer un Syrien en Syrie. Je vous parle du Botswana, tiens. C'est un pays de votre circonscription. Oui, absolument, mais on n'a pas tellement de réfugiés du Botswana, sinon ce serait très facile à gérer. Les Éthiopiens, c'est votre région. Oui, mais les Éthiopiens, on ne les renvoie pas en Éthiopie. Ben oui, alors. Mais non, parce que tout simplement, on n'a pas les moyens. Mais on ne peut pas. Il faut arrêter de dire aux Français, une fois que physiquement, on a mis les pieds sur le territoire national, on s'y maintient à demeure, à vie. Donc ils mentent, les candidats. Oui. Fillon compris. Tous, on ne renvoie personne. On ne renvoie personne. Et quand on veut renvoyer un imam, comme l'autre jour le ministre de l'Intérieur envisageait de le faire, il faut avoir... Imam de Torcy. Absolument, mais il faut avoir l'accord du pays d'origine. Est-ce que vous imaginez que le gouvernement algérien va vouloir récupérer l'imam qui est en train de mettre le désordre en France? Il va dire tout simplement, excusez-nous, mais c'est votre culture à vous, vous le gardez. Alors, donc rien, on ne peut rien faire. Oui. Mais ça veut dire qu'il faut tout simplement éviter à ce que les gens puissent venir ici en France, y compris en qualité de réfugiés. Donc, il faut sauf les vrais réfugiés. Mais enfin, les vrais réfugiés, vous savez, pour faire la différence de bon grain et livré, ça va être très compliqué. Il faut fermer nos frontières? Bien sûr qu'il faut fermer les frontières. Mais comment? Si on veut lutter contre l'immigration. Ah ben non, mais il appartient à l'Europe sans doute de mettre en place le contrôle. Mais enfin, si vous savez, nous avons délégué par exemple à la Grèce le soin de gérer notre immigration. Inutile de vous dire comment ça marche. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut venir en France. Nous avons eu la chance, évidemment, qu'ils soient plus attirés par l'Allemagne, les réfugiés, que par la France. Mais ils vont vite se rendre compte qu'en Allemagne, il n'y a pas forcément de travail, que c'est pas forcément facile à vivre, et que par contre, que les droits sociaux sont peut-être plus importants chez nous. Donc nous aurons sans doute à faire face à une vague d'immigration sans précédent. Alors effectivement, le programme de François Fillon est peut-être le plus, comment dirais-je, le plus concret et le plus susceptible de répondre à ce phénomène, mais je crois que nous allons souffrir pendant des années. Il va falloir que la France se réveille un tout petit peu. Est-ce que vous êtes pour la limitation du droit du sol? Non. C'est le cas de François Fillon. Oui, mais je pense que dans le droit du sol peut être compris pour certaines populations, mais pas pour d'autres. Je crois qu'il faut être très modéré là-dedans. Est-ce que vous êtes pour une loi anti-Burkini? Non, je crois qu'il faut tout simplement François Fillon est pour. Oui, ben il faut faire appliquer tout simplement la réglementation existante. Mais je crois qu'il faut avoir le courage. Écoutez-moi bien, dans toutes nos villes de France aujourd'hui se promènent des dames avec le masque intégral, le voile intégral. Il m'est arrivé un jour d'appeler la police pour demander à ce qu'elle intervienne. Et les policiers, bien évidemment, ont dit nous n'avons pas d'instruction. Donc c'est pas la peine de. Alors que là, il y a une réglementation. Ce qui veut dire tout simplement il faut avoir le courage en France d'appliquer la loi française. C'est pas la peine d'inventer de nouvelles lois chaque fois qu'il y a un phénomène. C'est faux. Il faut du courage à la police, du courage aux magistrats et peut-être du courage aux politiques pour demander à ces gens-là d'appliquer la loi. Ce week-end, il y a un grand rassemblement, qui est un rassemblement annuel, c'est celui de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, dans la région parisienne. Ça rassemble plusieurs dizaines de milliers de personnes. Marine Le Pen dit que si elle arrivait au pouvoir, elle dissoudrait cette organisation qui va d'ailleurs s'appeler autrement Musulmans de France. On peut toujours dissoudre les associations, mais après ça devient des associations de fait, alors pas du tout contraire. C'est ce que veut faire aussi François Fillon, il veut dissoudre les associations salafistes. Mais ok, d'accord, mais enfin, il faut déjà faire appliquer la loi. Allez à Trappes, regardez ce qu'est devenue la ville de Trappes. La ville de Trappes aujourd'hui, elle est gérée par les salafistes qui tiennent le social, le médical, l'éducation. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'ont fait les gouvernements précédents? Rien. Celui-ci, rien. J'espère que le prochain aura du courage. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas la peine de faire des grandes déclarations. Messieurs les politiques, vous qui allez
allez gouverner, montrez aux Français que vous avez du courage. Ouais. C'est ce qui nous manque le plus. C'est ce qui vous manque le plus. Pourquoi? Parce que vous avez peur de ne pas vous faire réélire? Eh bien, tant pis, il faut tirer un trait sur ça, cette capacité de ne pas se faire réélire, mais il faut avoir le courage. C'est ce qui manque le plus dans ce pays, et nous allons mourir peut-être à cause de cela. Et l'UOIF, pour vous, c'est une organisation islamiste? Oui, bien sûr qu'elle est islamiste. En tous les cas, elle est gérée J'ai pas dit islamique, j'ai dit islamiste. Islamiste, elle est gérée par les plus durs, notamment par les salafistes, qui ont tenté aujourd'hui de prendre le pouvoir dans toutes les associations musulmanes, globalement. Mais tout simplement, c'est dû à quoi? À nos renoncements, tout simplement parce qu'on n'ose pas demander des comptes. Vous voyez, on a évacué, semble-t-il, on envisage d'évacuer une mosquée à Torcy. On va fermer la mosquée. Ok, d'accord. Et alors, à côté, il va s'en ouvrir d'autres. C'est ce qui va se passer dans ce pays. Donc, je crois qu'effectivement, c'est le courage qui nous manque le plus, et le refus de voir le monde tel qu'il est en train de devenir dans notre pays aussi. Alors, la déchéance de nationalité a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années, et François Fillon, il est pour lui. La déchéance de nationalité pour les Français partis combattre à l'étranger. D'accord, mais enfin, d'abord, et comment on fait alors? Et comment on fait avec notre droit constitutionnel? Je ne sais rien, moi je vous pose la question. Il faut changer la Constitution. Alors, est-ce que sincèrement, ça mérite que l'on change la Constitution pour combien de personnes? Non, ce qu'il faut faire, c'est qu'ils ne reviennent pas de l'étranger. Qu'est-ce qu'on fait? On les bute sur place? Je veux dire qu'il faut utiliser tous les moyens pour qu'ils ne puissent pas revenir en France. Vous savez, les Américains, c'est ce qu'ils font. Ils en ont 180, il n'y en a pas un seul qui soit revenu aux États-Unis. Ils disent, si jamais ils reviennent, c'est 30 ans de prison. Mais sinon, effectivement, les Américains font en sorte de les droner. Eh bien, écoutez, peut-être qu'il faudrait qu'on prenne nos responsabilités. Mais vous savez, ce qu'il va y avoir de plus dangereux, c'est pas tellement les garçons qui vont rentrer, parce qu'ils vont rentrer forcément, parce qu'ils seront sous surveillance de nos services de renseignement, éventuellement renvoyés devant les tribunaux pour association de malfaiteurs. Nos services de renseignement sont très inquiets à cause des femmes. Et paradoxalement aussi à cause des enfants. Des enfants très jeunes qui auront vu effectivement, qui auront participé eux-mêmes à des exactions, voire à des assassinats. Ils disent la gestion des femmes de retour et des enfants, c'est peut-être le problème le plus important qui va se passer en termes de retour de tous ces djihadistes, et ça, nous ne savons pas faire. Vous en voyez passer pas mal par le biais du Liban, j'imagine. Mais j'en rencontre même du Liban qui sont arrêtés par la police libanaise. Ils m'ont discuté, j'ai discuté avec eux, et je rencontre... Discuté avec qui? Avec les autorités libanaises? Non, ou avec les individus en question? Avec les auteurs arrêtés. Et je me rends compte, par exemple, un était originaire de Trappes. Tiens, il était originaire de Trappes. Il était parti, on l'avait demandé, l'État islamique lui avait demandé de mettre une bombe, de placer une bombe dans une voiture et d'aller faire sauter cette voiture devant un centre, un restaurant considéré comme étant le siège un peu du Hezbollah ou des chiites. Ce type-là avait accepté de se sacrifier, d'aller faire sauter cette voiture. C'est extraordinaire. Quand j'ai discuté avec lui, il ne faisait pas la différence entre un sunnite et un chiite. Il ne savait même pas pourquoi il était là. Et 3 mois auparavant, il fumait du hashish et buvait du Coca-Cola, du whisky Coca en boîte de nuit. Donc là, je me suis dit que le monde était totalement bouleversé et qu'on ne savait plus ce qui allait se passer. Alain Marceau sera candidat aux législatives? Je ne sais pas, je n'ai pas encore pris ma décision. Ça dépendra beaucoup des résultats de ces élections. Si effectivement il y a un danger pour notre pays, si effectivement je me rends compte qu'il faut effectivement avoir du courage. Mais si vous ne vous représentez pas, vous faites quoi? Je prendrai ma retraite. Ah bon? Pourquoi pas? J'ai plein de choses à faire dans la vie, j'ai pas mal de projets, mais je pense que si effectivement il y a besoin d'insuffler du courage à un prochain gouvernement, je dis bien un prochain gouvernement, je serai là pour être député des Français de l'étranger, me représenter dans cette circonscription. Dans la même circonscription à laquelle je suis très attaché, et j'espère qu'ils seront tout aussi attachés à moi que je le suis à leur égard. Combien de pays déjà? 49 pays. Vous les avez tous faits? Presque. Oh, il me manque le Botswana et la Namibie, mais peut-être que j'aurai encore le temps de les faire. Vous êtes allé au Malawi? Non, je n'ai pas fait le Malawi, c'est vrai, ça en fait un troisième. Vous m'avez quoi? Vous connaissez la capitale du Malawi? Non. Lilongwe. Vous connaissez? Oui. On ira ensemble la prochaine fois. On ira ensemble. C'était le talk de Alain Marceau, député des Français de l'étranger, la 10e circonscription, et soutien de François Fillon dans cette campagne présidentielle. Et maintenant, vos questions, chers internautes, avec Mathilde Sirot. Bonjour Alain Marceau, bonjour Mathilde. Yves. Vous avez beaucoup parlé de Trappes pendant cette première partie de l'interview. Est-ce que ça signifie que vous mettez quelque part en cause l'action de Benoît Hamon qui est élu à Trappes? Oui, absolument. Oui. Je lui ai dit d'ailleurs, il n'a pas particulièrement apprécié. Il avait même même reproché d'avoir une suppléante qui était membre du Hezbollah. Elle doit être en train de lui faire un procès en diffamation d'ailleurs à ce sujet, parce que ma suppléante est une femme très catholique, complètement engagée dans la défense des chrétiens
d'Orient. Donc voilà, donc effectivement, c'est le problème. Je crois que monsieur Hamon a commis une grosse faute. Il a été d'une extrême, comment dirais-je, un manque de vigilance extraordinaire dans cette affaire de gestion de trappe. Bon, il n'était pas maire de Trappes, il était conseiller municipal. Est-ce que vous pouvez dire concrètement ce qu'il a fait pour le mettre en cause? Mais parce que tous les élus de Trappes, les élus socialistes de Trappes, ont fait en sorte de se laisser se développer sous leurs yeux cette communauté islamiste d'inspiration, comment dirais-je, d'inspiration salafiste extrêmement prononcée, et ils se sont fait confisquer le pouvoir. Ils se sont fait confisquer le pouvoir, y compris le pouvoir politique, les médecins, les associations, l'éducation nationale, et personne n'a voulu réagir, tout simplement parce qu'on avait peur, ou peut-être parce qu'on avait besoin des voix de ces gens-là pour se faire élire, ou on s'est acheté la paix à bon marché. Mais il n'y a pas que hélas, il n'y a pas que cette commune, hein, croyez-moi. Une question de Maurice qui nous suit actuellement en direct sur notre page Facebook. Comment est-ce que dans le prochain quinquennat, on peut améliorer le fichage, les fichiers S et le renseignement? Le fichage, ça ne sert strictement à rien. Vous savez, on a 12 000 personnes fichées S, et alors ça ne veut rien dire. C'est souvent, il y en a peut-être 10 000 qui devraient y être fichés, qui ne le sont pas, et par contre 10 000 qui sont sur le fichier, qui ne devraient pas y être. C'est tout simplement un élément d'information, tout simplement parce qu'un brigadier de gendarmerie dans votre village a trouvé que vous aviez une inspiration peut-être un tout petit peu islamiste ou autre, ou que vous alliez trop à la mosquée, vous vous retrouvez sur ce fichier. Il y a de tout dans le fichier. Il y a effectivement des gens très dangereux, dont il faudrait pouvoir contrôler l'action presque au quotidien, et puis il y en a qui sont là un peu par hasard, j'allais dire. Donc ça ne veut rien dire. Améliorer le renseignement, il y a tellement de choses à faire. Il faut reprendre le renseignement de terrain, parce qu'on s'en était un peu loin. Moi, je suis beaucoup plus indulgent à l'égard de nos services de renseignement que l'ont été certains. J'étais membre de la commission d'enquête sur le Bataclan et les terrasses, et je pense que nos services de renseignement n'ont pas grand-chose à se reprocher. Vous savez, notre ennemi, il est venu d'où? Il est venu de Molenbeek. Ça se passait effectivement à Molenbeek. On avait ri de moi à une époque, parce qu'un an auparavant, j'avais dit on devrait installer nos services de renseignement des GSE et des GSI à Molenbeek, c'est-à-dire en banlieue de Bruxelles, parce que c'est de là-bas que va venir le danger. Je m'étais fait moquer en quelque sorte, et je peux vous assurer que, hélas, j'avais raison, parce que tous les assassins sont venus de Molenbeek. Vous aviez déclaré aussi l'été dernier, les citoyens doivent assurer eux-mêmes leur défense. Oui, bien Est-ce sûr. que vous êtes toujours sur ce créneau-là? Oui. L'autodéfense? Oui, non, c'est pas l'autodéfense, c'est un tout petit peu chaque voisin qui doit assurer la sécurité de ses voisins. C'est un peu neighbor watch à l'anglaise, à savoir que chaque citoyen doit être responsable de sa propre sécurité, celle de sa famille, mais aussi de celle de ses voisins. Créer une communauté de, comment dirais-je, de sécurisation des personnes, parce qu'effectivement, nous sommes dans un pays dans lequel la police n'a pas la capacité, la police, la gendarmerie, les services de sécurité, n'ont pas la capacité de résoudre à 100% ce problème d'insécurité qui se pose et qui est en augmentation. Donc, je crois qu'il faut d'une certaine manière déléguer. Il faut déléguer à votre voisin, il faut déléguer à un membre, il faut avoir une vision de ce qui se passe et pouvoir tout simplement alerter les services compétents. C'est ma conception. Ça ne veut pas forcément dire mettre en place des milices, ça ne va pas jusque-là. Mais je crois que chacun doit devenir un acteur de la sécurité globale, de sa propre sécurité et de la sécurité collective. C'est très important, c'est une véritable réforme que j'aurais aimé porter à une époque. Si on poursuit ce raisonnement, est-ce qu'on pourrait imaginer que les citoyens doivent porter une arme ou quelque chose qui permette de se Eh bien, je défendre? crois que tout citoyen qui s'estime, à tort ou à raison, plutôt à juste titre, comme en danger, doit pouvoir porter une arme, en effet. Ah oui. Oui, absolument, je le pense. Vous voulez américaniser la société? Pas vraiment américaniser, mais je crois qu'effectivement, nous sommes une société qui ne peut plus protéger ses compatriotes, et je crois que certains doivent être amenés à porter des armes lorsqu'ils s'estiment, à juste titre, menacés. Mais il y aura une procédure? Comment ça se passe? Oui, il faudrait une procédure. Il ne s'agit pas de confier d'armes à n'importe qui. Mais vous savez, regardez, on vient d'accorder la capacité aux fonctionnaires de police qui rentrent chez eux de porter une arme. Parce que justement, il se trouve qu'un jour, 2 policiers ont été assassinés, pas très loin d'ici, dans les Yvelines. Et croyez-moi que s'ils avaient été armés, ces policiers, ils n'auraient pas été assassinés. Alors vous me direz, ça n'aurait pas réglé le problème du prêtre qui disait la messe et qui ne pouvait certainement pas porter une arme en disant la messe. Mais je crois qu'effectivement aujourd'hui, c'est une réflexion qu'il faut que l'on mène. Ça a bien sûr des inconvénients, parce qu'on va mettre aussi des fous sur la voie publique avec une arme. Mais je crois qu'il faut permettre aux citoyens de se protéger. Dans tous les cas, moi, ça fait partie aussi de mes combats. Vous avez été armé, vous? Oui, absolument. Oui. Ah oui, quand vous étiez magistrat? Je suis armé chez moi. Ah, chez vous? Je suis armé chez moi parce que tout simplement... Avec une vieille pétoire ou avec un... Non, avec tout ce qu'il faut. Non, je vais vous dire une chose, j'ai subi, comment dirais-je, entre guillemets, on va dire des agressions chez moi, avec une opération sans doute montée par des malfaisants que je ne qualifierais pas. Ouais. Et donc, je prends mes précautions, et les services de police font en sorte d'assurer aussi la protection de l'ancien magistrat que vous êtes? De l'ancien magistrat que je suis.
Est-ce que cette question de la sécurité est assez présente dans la campagne présidentielle? Non, parce que tous les vrais problèmes qui se posent dans ce pays ont été complètement éclipsés dans une campagne qui n'a pas eu lieu. Mais par toutes les histoires qui ont bouffé cette campagne. Il y a eu des débats quand même, les débats, on n'a pas beaucoup parlé d'économie, de sécurité. On n'a pas réellement abordé deux sujets importants, le devenir de ce pays en termes d'immigration, le devenir de ce pays en termes de sécurité et en matière de politique étrangère. Parce qu'excusez-moi, la politique étrangère, elle est complètement passée à l'as. Personne ne parle de politique étrangère comme s'il ne se passait rien dans le monde, comme si la France était ce pays isolé où on vit en vase clos. Mais c'est ça la grosse erreur. Personne ne parle de politique étrangère. Dernière question. Est-ce que vous pourrez nous répondre à Eric qui nous fait cette observation? Je suis la campagne depuis le Royaume-Uni, cette campagne est désespérante, c'est une campagne poubelle, voilà ce qu'il nous dit. Oui, c'est une campagne poubelle et je pense que le président de la République, quel qu'il soit, écoutez bien, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, sera un président ou une présidente diminuée. Tout simplement mais bien sûr, mais parce que premièrement, il n'y aura pas eu campagne, deuxièmement, il n'y aura pas eu de véritables engagements et troisièmement, quand il va arriver, il va gouverner comment? Il va gouverner avec la menace de tout. Imaginez que le président soit un président communiste. Vous voyez un tout petit peu, vous imaginez qu'il va avoir une majorité pour gouverner? C'était les réponses à vos questions, chers internautes, d'Alain Marceau, qui était avec nous ce matin, candidat peut-être à sa réélection, c'est pas sûr, non, c'est pas sûr, aux législatives. Merci Alain Marceau, à bientôt.